Mesdames et messieurs, bonjour. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour parler bien évidemment du rendez-vous tenu et abrité par l'Algérie ces 2 derniers jours, le sommet arabe qui a abouti à l'adoption de la déclaration d'Alger. Cela a été un challenge pour l'organiser dans les conditions que nous connaissons tous, un challenge pour réunir tous les pays arabes et aboutir à un consensus. Des défis somme toute relevés, toutes les déclarations de nos hôtes arabes l'ont confirmé. Le secrétaire général de la Ligue arabe, Ahmed Daboulreid, parle de réussite totale et qualifie le sommet d'Alger de l'un des plus importants en termes de niveau de représentation. À l'issue des travaux, les propositions présentées par le président de la République, Abdelmajid Tebboune, pour l'activation du rôle de la Ligue arabe en matière de prévention et de règlement des conflits ont été saluées par ses pairs qui disent tous espérer voir les décisions du 31e sommet arabe concourir au renforcement de l'action arabe commune à tous les niveaux. La question palestinienne reste la première question centrale du monde arabe. On en a longtemps parlé sur ce sujet. Le dossier s'est taillé la part du lion dans le document final. On en reviendra bien sûr encore dans notre émission. D'autres questions ont figuré dans la déclaration d'Alger. Nous y reviendrons ce soir avec nos invités, comme le contexte international très complexe, inédit dans l'histoire du monde moderne et les conséquences graves sur la sécurité alimentaire. L'économie n'est pas en reste. Nous en parlerons donc avec nos invités. Nous accueillons sur ce plateau professeur Mohamed Berkour, bonsoir. Bonsoir madame. Vous êtes analyste et spécialiste des questions géopolitiques. Merci d'être avec nous sur ce plateau. Nous accueillons également monsieur Ahmed Ben Saada, bonsoir. Bonsoir madame. Vous êtes auteur et analyste politique. Merci d'avoir accepté notre invitation. Et notre économiste, monsieur Mohamed Achir, bonsoir. Vous êtes maître conférencier, enseignant en économie à l'université de Tizi Ouzou. Merci d'être avec nous également sur ce plateau. C'est moi qui vous remercie. Alors avant d'ouvrir le débat, je vous propose de revenir sur cette petite synthèse sur les principaux points inscrits dans la déclaration d'Alger avec Rafiq Raouf Hamouche. Un document baptisé Déclaration d'Alger, lu par Nadel Larbaoui, représentant permanent de l'Algérie auprès des Nations Unies, les dirigeants arabes ont tenu à saluer hautement les contributions et initiatives du président de la République Abdelmajid Tebboune et ont fait de ce sommet une halte distinguée en faveur de l'action arabe commune. Affirmant l'importance de la centralité de la cause palestinienne, ils ont réitéré leur attachement à l'initiative arabe de paix de 2002 et à l'adoption et soutien à l'approche de l'État de Palestine pour obtenir la qualité de membre à part entière aux Nations Unies. Nous réaffirmons la centralité de la cause palestinienne et notre soutien absolu au droit inaliénable du peuple palestinien à la liberté et à l'autodétermination et à l'établissement de son État indépendant sur les frontières de juin 67 avec El-Quds Est comme capitale et garantir le droit au retour des réfugiés, mais aussi l'indemnisation du peuple palestinien conformément à la résolution des Nations Unies 194 de l'année 1948. Nous affirmons également notre attachement à l'initiative de paix arabe de l'année 2002 et à l'établissement d'une paix juste et globale comme un choix stratégique pour mettre fin à l'occupation israélienne dans tous les territoires arabes. Les dirigeants arabes ont en outre mis l'accent sur la conjugaison des efforts en vue de consolider les capacités arabes collectives en matière de riposte aux défis posés dans les domaines de la sécurité alimentaire, sanitaire et énergétique et de la lutte contre les changements climatiques. Rejetant toute forme d'ingérence étrangère dans les affaires internes des pays arabes, ils ont réaffirmé leur attachement au principe des solutions arabes aux problèmes arabes à travers le renforcement du rôle de la Ligue arabe dans la prévention et le règlement des crises de manière pacifique. Nous déclarons aussi que nous allons œuvrer à renforcer l'action arabe commune en vue de protéger la sécurité nationale dans le monde arabe, dans tous ses aspects politiques, économiques, alimentaires et énergétiques, hydriques et environnementaux. La contribution à la résolution des crises auxquelles sont confrontés certains pays arabes en vue de garantir l'unité et la sécurité territoriale des pays membres ainsi que leur souveraineté sur leurs richesses naturelles et qui répond aux aspirations de leur peuple à une vie digne. Nous affirmons également notre refus de toute forme d'ingérence étrangère dans les affaires internes des pays arabes et notre attachement à trouver des solutions arabes aux conflits arabes, et ce à travers la promotion du rôle de la Ligue des États arabes.
Sur la crise en Ukraine, les dirigeants arabes ont réitéré leur rejet du recours à la force et l'adoption de solutions pacifiques à travers l'adhésion effective du groupe de contact de la Ligue arabe au niveau ministériel aux efforts internationaux visant à cristalliser une solution politique à la crise. Dans le même cadre, les dirigeants arabes ont mis l'accent sur la nécessité d'une action arabe commune renforcée pour gérer les crises, soulignant dans le même sillage la nécessité de parvenir à une complémentarité économique, appelant par la même occasion à œuvrer de concert pour établir un réseau de coopération économique réel et efficace. Voilà, donc nous revenons sur ce plateau. Messieurs, en premier tour de table pour commenter la tenue de ce sommet. Beaucoup parlent du succès du sommet arabe d'Alger. A-t-il finalement tenu ses promesses, professeur Belkor? Absolument, sur plusieurs niveaux. Déjà sur le plan organisationnel, ça a été un sommet sans égard. J'ai eu l'honneur d'assister à un certain nombre de sommets à l'international. Donc c'est un sommet où on a pour la première fois essayé la formule d'un sommet sans papier, donc pour modéliser l'action collective arabe. Deuxièmement, sur le plan de la médiatisation, c'est un sommet qui a eu une couverture internationale, donc une visibilité. Troisièmement, sur le plan de la représentation, c'est 21 pays sur 21. Donc c'est 100% de présence et de représentation. Sur le plan du niveau de représentation, c'est 17 plus en matière de chefs d'État, de chefs de gouvernement et de princes héritiers, et avec 4 ministres des Affaires étrangères. Sur le plan déjà des résultantes, c'est 95 pages de décision et une déclaration finale qui a pratiquement touché au dossier phare, voire stratégique dans un contexte assez particulier, un contexte marqué déjà par 3 ans d'absence du sommet depuis Tunis, 3 ans et demi, après la pandémie du Covid, mais aussi dans un contexte international marqué par des mutations profondes sur un fond de conflictualité, non pas seulement Russie-Ukraine, mais plutôt Occident-Orient. Donc aujourd'hui, on est en face d'une reconceptualisation des relations internationales. Et aussi, cette déclaration marque aussi de nouveaux engagements collectifs des pays arabes par rapport à un certain nombre de priorités, la Palestine, qui est un dossier très important, surtout après l'adoption des 14 fractions palestiniennes de la déclaration d'Alger le 13 octobre passé. Et avec l'engagement de cette déclaration, avait engagé la responsabilité aussi de la Ligue par rapport à la création d'un comité de suivi, donc, mais aussi par rapport à des questions de sécurité régionale. Aujourd'hui, le monde arabe souffre d'insécurité chronique avec 3 déchéances. La Syrie, la Libye et le Yémen, avec 6 pays fragiles, on est dans un état de fragilisation assez avancé, le Liban, l'Irak, le Soudan, la Somalie, le Djibouti et autres, mais aussi en face de nouvelles menaces liées notamment à ces déséquilibres internationaux, soit en matière alimentaire, mais aussi en matière de repositionnement des grandes puissances et une volonté de positionnement des puissances émergentes. Donc c'est un contexte assez particulier. Là, ce sommet qui a commencé avec une nouvelle méthode de travail, depuis mercredi. Alors oui, je parle de 2 jours de sommet, bien sûr, représenté au niveau du chef d'État, mais ça a commencé bien avant. C'était le communiqué d'avant qui a déjà dégagé une méthode de travail, non pas sur le consensus, mais plutôt sur le consociation, ce qui a facilité déjà le travail. Deuxièmement, on a vu la décision prise le samedi par le Conseil des ministres des Affaires étrangères en ce qui concerne la validation de toutes les décisions prises par le Conseil des ministres depuis janvier 2020, ce qui a créé aussi une base de travail consensuelle. Le dernier point, c'est aussi cet engagement du président de la République à donner un sens nouveau à cette coopération régionale visant la création véritablement d'un épisystème de coopération interarabe. Alors justement, de grandes ambitions ont été affichées dès le départ pour ce sommet, ce qui a été voulu aussi par l'Algérie et ce qui a réussi à être coché sur papier finalement. Il y a eu ce consensus dont on craignait qu'il n'y ait pas d'aboutissement. Et finalement, tout a été coché sur le papier. En effet, ce sommet qui se déroule, comme l'a souligné mon collègue, se tient dans des circonstances très particulières au niveau mondial. Et donc, on ne s'attendait pas à ce qu'il y ait autant de
résolutions sur lesquelles on s'entendait. Et ce qu'on a vu dans les 2 jours qui sont passés, une organisation de très haut niveau, et aussi dans la déclaration finale du sommet, les points qui ont été couchés sur papier reflètent un consensus qu'on a rarement vu dans les sommets précédents. On a parlé principalement, bien sûr, de la cause palestinienne. Elle est très importante dans la mesure où nous avons assisté récemment à une normalisation d'un grand nombre de pays arabes avec l'entité sioniste. Et donc ce n'était pas très facile d'avoir l'adhésion de tous et de recentrer. Je rappelle aux éditeurs que la cause palestinienne figure dans le premier point de la déclaration d'Alger. Et bien sûr, il y a eu d'autres points très intéressants qui concernent le bon voisinage, qui concernent les relations entre les pays arabes et entre les pays du voisinage. Et il y a eu aussi un point essentiel par rapport à la sécurité alimentaire. Donc tout cela, à mon avis, donne un cachet particulier à ce sommet d'Alger qui s'est très bien déroulé et qui montre en fait la résurgence de la diplomatie algérienne telle qu'on la connaissait par le passé. Et qui a nécessité des mois et des mois de travail, je le rappelle, pour l'aboutissement de ce sommet. Alors il y a eu, ce qu'on entend d'après ce que vous nous dites ce soir sur le plateau, c'est qu'il y a eu cette prise de conscience des dirigeants arabes de la conjoncture délicate et des développements effrénés sur la scène internationale, ce qui est écrit dans le document final. Aujourd'hui, on relève cette nécessité de fédérer et d'agir en tant qu'acteur influent. On parle d'un monde multipolaire. Vous relevez ce terme. Pour vous, c'est important aujourd'hui qu'il y ait cette prise de conscience des changements que nous subissons dans le monde. Effectivement, c'est très important. Déjà considérant le contexte international dans lequel s'est déroulé ce sommet, avec des défis très importants, des enjeux, et on annonce prochainement, bien sûr, à court et à moyen terme, une redéfinition carrément des relations internationales et des équilibres au niveau mondial. Et ce sommet, justement, intervient pour donner un nouveau souffle aux pays arabes, pour qu'ils se repositionnent, comme c'est dit dans le préambule de cette déclaration, pour qu'ils se repositionnent dans ce monde qui s'annonce avec éventuellement des remodelages qui peuvent être même agressifs, en tout cas. Donc, d'où la nécessité de cette consolidation des relations entre les pays arabes, bien entendu, parce que c'est un pays qui regorge quand même 43% des réserves pétrolières mondiales, 27% des réserves gazières mondiales, et c'est un réservoir des énergies renouvelables, et il a 13,5 millions kilomètres carrés de superficie, soit 10% de la superficie mondiale. Et puis il y a au cheval du Moyen-Orient, de l'Afrique du Nord. Donc 40% du commerce mondial circule sur tous les détroits, dans la Méditerranée. Donc c'est un enjeu géopolitique, géostratégique très important. Donc ce sommet-là, justement, il est là pour répondre à des défis très importants, même à des ruptures. On assistera très probablement à des ruptures mondiales. Et ce qui est dit dans le préambule justement de cette déclaration, c'est ce repositionnement, ou bien cette capacité d'anticipation encore des défis majeurs qui viendront. Et puis, d'abord, le sommet est une réussite dans le fond et dans la forme. Et il a prouvé, même l'Algérie a prouvé une capacité organisationnelle extraordinaire. On va rester sur ce succès du sommet avec la déclaration du président, la clôture du sommet arabe, rappelant la dette aussi symbolique qui a été choisie pour la tenue de ce sommet, très cher à l'Algérie. Il remercie aussi tous les participants à cette 31e session. On l'écoute. كما أشيد بالآراء القيمة والمبادرات الحكيمة التي تم التوافق عليها بشأن إطراء مخرجات قمتنا وتأكيد التزامنا المشترك والثابت بالدفاع عن قضايا أمتنا وعلى رأسها القضية الفلسطينية التي جددنا كلنا بشأنها دعمنا المطلق
للشعب الفلسطيني من أجل استعادة كافة حقوقه المشروعة وعلى رأسها حقه في إقامة دولته المستقلة في حدود جوان 67 وفق ما جاء في مبادرة السلام العربية والتي تمثل الموقف العربي الموحد إزاء قضيتنا المركزية، بالإضافة إلى اتفاقنا على تنسيق وتوحيد الجهود لمرافقة مسار تحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية ودعم طلب دولة فلسطين للحصول على العضوية الكاملة في منظمة الأمم المتحدة. On va parler de la question palestinienne. On va rester d'abord sur ces intérêts communs. Aujourd'hui, on parle de se définir, de se positionner en tant qu'acteur influent pour dessiner les contours de ce nouvel ordre mondial. Aujourd'hui, il est important que la nation arabe se montre en tant que bloc homogène et uni. C'est ce que nous espérons. Mais la réalité aujourd'hui est autre, avec déjà des pays qui n'ont pas nécessairement les mêmes objectifs stratégiques, mais aussi n'ont pas encore construit la même identité utilitaire, c'est-à-dire les mêmes intérêts. Aujourd'hui, ce qui est recherché, c'est justement arriver à donner un nouveau sens à la solidarité interarabe, mais aussi un nouvel élan à la coopération arabe, au moins sur deux plans. Le premier point, c'est réactualiser le sens de cet épisystème de coopération régionale qui a été créé après 1945 avec 7 pays. Aujourd'hui, on est à 22 moins 1, oui, mais nous espérons que d'ici peu la Syrie réintégrera la Ligue arabe. Le deuxième élément, c'est justement créer ces intérêts par plus de coopération entre les pays arabes. Aujourd'hui, sur le plan commercial, c'est moins de 8%. Parce que le chiffre le plus ambitieux est à 10%, mais aussi avec un capital humain assez important, un capital financier assez important, des ressources naturelles aussi importantes, mais malheureusement, ce qui manque, c'est cette volonté de créer une convergence. Aujourd'hui, il est important de dire, Madame, que le monde est en mutation profonde, et ça n'a pas commencé avec la guerre en Ukraine, ça a commencé déjà depuis très longtemps. La vision américaine de développer ce centenaire américain a totalement échoué. L'unipolarité était un leurre pratiquement américain. Lire même les analyses critiques américaines. La crise actuelle est une crise qui constitue un facteur accélérateur de mutation. Effectivement, le monde serait au conditionnel multipolaire, mais un multipolarisme qui ne ressemblerait pas du tout à celui de la période entre les deux guerres, ni avant la Première Guerre mondiale. Et cela pour plusieurs raisons, parce que c'est très important de les signaler. Sur le plan technologique, déjà la Chine a pris depuis une quinzaine d'années l'ambition, mais aussi l'engagement pour maîtriser toutes les technologies émergentes en 2035. Sur le plan économique, il est devenu deuxième économie mondiale au mois de 2010, avec l'ambition de devenir la première économie mondiale en 2030. Selon la Banque mondiale, elle serait la première puissance économique mondiale globale avec 20% du PIB mondial en 2050. Mais sur le plan aussi militaire, aujourd'hui, la Chine est la deuxième puissance, militaire sur le plan de l'investissement. Elle reste troisième sur le plan stratégique, mais avec des engagements qu'on a vus pendant le dernier congrès du Parti chinois, avec la vision de la doctrine militaire, elle va suivre le même schéma que l'économie, sera très certainement militaire aussi. C'est pour ça que le monde arabe, malheureusement aujourd'hui, est un champ de compétition. Et risque de le laisser pendant très longtemps. Il faut qu'il y ait des volontés politiques dans les visées politiques et économiques. Absolument. Il faut passer des logiques réactives à une logique non pas d'anticipation mais plutôt prospective. On a vu dans un certain nombre de discours disons cette conscience par rapport à l'importance d'avoir une vision, parce qu'il y a une panne de vision, mais aussi il faut avoir cette volonté politique de développer ses propres capacités,
mais aussi de mobiliser les capacités des pays dans une vision collective, non pas seulement pour se positionner, mais aussi pour défendre les intérêts de créer cette communauté d'intérêts. Aujourd'hui, c'est ça le défi. Oui, Monsieur Hachel voulait intervenir sur cette importance de créer une communauté d'intérêts. Oui. Comme il a été revendiqué par le président de la République, créer un bloc économique commun pour défendre des intérêts communs aux pays arabes. Justement, par rapport à cette donnée géopolitique, le monde est en mutation rapide. Oui. Donc maintenant, il est demandé sur le plan stratégique pour que ces pays arabes, donc cette ligue, forment son bloc aussi sur le plan géopolitique, c'est-à-dire un pôle qui va prendre des décisions, mais qui ne va pas subir des décisions dans l'échiquier mondial. Donc il est temps que ces pays, donc, c'est-à-dire définissent des stratégies et consolident leurs moyens pour qu'ils puissent avoir leur mot à dire, c'est-à-dire lors de la définition qui serait très probable du monde ou bien des relations internationales. Alors la volonté politique, Monsieur Msaada, aujourd'hui élément essentiel pour garantir l'application de toutes ces résolutions aujourd'hui entre les dirigeants arabes. Effectivement, en fait, avec ces mutations géostratégiques mondiales actuelles, le monde arabe n'a pas le choix que de resserrer ses rangs. Sinon, il va rater le train, en fait. Et puis, le monde arabe a les potentialités nécessaires pour former un bloc, un pôle, pour peser sur les décisions internationales. Et en fait, tout le défi, ce sera de mettre les mécanismes. Exactement, de mettre les mécanismes. Exactement. Pour donc mettre en œuvre. De passer, en fait, le grand problème de ces sommets, c'est de pouvoir transformer des résolutions, des déclarations en réalité, c'est-à-dire changer les mécanismes, trouver les moyens de collaborer, de collaborer au niveau politique, mais aussi au niveau économique, trouver. Il y avait même la discussion sur les transformations des régimes douaniers pour trouver la solution exactement pour pouvoir faire des échanges économiques et peser sur la balance. Nous avons les potentialités, sauf qu'elles ne sont pas mises en valeur et puis nous n'avons pas des systèmes qui nous permettent justement d'investir facilement dans chacun des pays. Oui, alors l'Algérie a œuvré à promouvoir le consensus entre toutes les parties à tous les niveaux. Elle s'est employée à rapprocher les vues pour parvenir à une convergence totale autour de tous les textes soumis au débat, ce qui n'a pas eu de réserve sur les textes qui ont été proposés. Et on sait très bien l'importance de la centralité de la cause palestinienne. Il a été aussi difficile de mettre tout le monde d'accord sur cette question. Cela a été pourtant confirmé dans les textes. Le retour à l'attachement à l'initiative de paix arabe 2002, avec tous ces éléments, ces priorités. Aujourd'hui, la paix ne peut prévaloir sans le respect et la défense du droit des Palestiniens à un État. Absolument. Donc, en ce qui nous concerne, déjà, ce qui a facilité la tâche, c'était la déclaration d'Alger d'octobre 2022, signée par les factions palestiniennes. Donc, c'est le consensus autour de cette déclaration a facilité pratiquement l'émergence d'un consensus renouvelé par rapport à cette question. Un autre consensus renouvelé, c'est par rapport à l'initiative arabe de paix de 2002, le plan de paix de 2002, malgré qu'on a vu des dépassements par 4 pays en 2020, le Maroc, le Soudan, le Bahreïn, les Émirats arabes, qui ont normalisé sans prendre en compte leurs engagements par rapport à ça. On a vu aussi ces 4 normalisations sont faites par rapport à une nouvelle philosophie de normalisation, qui est une normalisation qui vise 2 choses, parce que quand on parle de normalisation, c'est Ahmed, on parle essentiellement de trois types de normalisation, celle de l'Égypte à Camp David et en 79, mais aussi celle de la Jordanie, qui sont différentes, mais celles de 2020 sont inspirées d'un texte qui vise à atteindre 2 choses: accepter l'antisionisme dans la géopolitique arabe, c'est le sens des accords d'Abraham,
la coexistence des religions, mais aussi il faut lire ces normalisations dans un texte, une philosophie qui a été développée par le parrain de ces normalisations, Jared Kushner, dans un pamphlet, Road to Peace and Prosperity, où il définit essentiellement ce qu'est ces normalisations. Et surtout par rapport aux conclusions et à l'impact. C'est deux choses. La première, c'est essayer de créer les conditions pour qu'il n'y ait pas un État viable, donc un État qui ne sera ni souverain ni capable, par une bantouisation de la Cisjordanie, donc c'est pratiquement le Guyane suisse, mais aussi un désengagement total entre la Cisjordanie et Gaza pour que ce soit deux territoires non communicants, et clôturer pratiquement une phase de leur stratégie, le Jérusalem, qui ne serait plus palestinien. Mais aussi, le deuxième point, je suis très content de voir dans le texte, c'est par rapport aux réfugiés. C'est liquide la question des réfugiés. Aujourd'hui, on est revenu à la résolution 194 de 1948, qui est le retour des réfugiés de 1948, mais aussi un dédommagement, donc un impact financier. Parce que dans le texte de cette philosophie, c'est une responsabilité des pays arabes et musulmans de prendre en charge à la fois et la démographie et le coût financier. Donc, dans cette déclaration, il y a aussi cette volonté, cette proposition de M. le Président de la République d'assister les Palestiniens dans leur démarche pour accéder au statut de membre de plein droit aux Nations Unies, sachant que l'AG a déjà soutenu cette démarche au mois de septembre 2022 et que le blocage serait américain. Parce que sur le plan procédural, c'est le Conseil de sécurité qui doit entériner cette demande par 9 sur 15, dont aucun refus. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, malheureusement, il faut travailler par ce comité de contact et de suivi. Il y a un travail de fond à faire, non pas seulement par un ralliement d'un certain nombre de pays, notamment européens, à cette démarche, mais aussi essayer au moins d'éliminer les risques de veto américain au niveau du Conseil de sécurité. D'ailleurs, c'est rappelé pendant les discours du président de la République notamment, qui rappelle la volonté de liquider le dossier palestinien, et puis rappelle l'inertie du Conseil de sécurité. Et c'est là que la nation arabe est censée fédérer tous ses efforts pour régler la question palestinienne. Exactement. Alors, il faut souligner que la centralité de la cause palestinienne dans les déclarations de ce sommet vient d'une continuité de la politique algérienne qui a, je vous rappelle, commencé avec les efforts pour que Israël ne soit pas membre observateur de l'Union africaine. Après, il y a eu donc les accords dont tu as parlé, Semhand, les accords entre les différentes factions à Alger. Et en fait, l'aboutissement, on le voit dans le texte où le premier point traite de la cause palestinienne. Il y a un autre point que j'aimerais souligner, c'est le fait que dans le texte, on lit clairement qu'on désire que la Palestine soit membre à part entière de l'ONU, et ça, c'est un point extrêmement important qui peut servir la cause palestinienne. Alors on va écouter une deuxième déclaration, un extrait du discours du président de la République où il parle des décisions ambitieuses prises lors de ce sommet. Elles ont été rappelées par le chef de l'État qui rappelle également l'importance de s'unir et de s'affirmer en tant que bloc homogène. On l'écoute. كانت قمة الجزائر محطة هامة لتعزيز التضامن العربي في سبيل حماية مصالحنا المشتركة والعمل كمجموعة موحدة وقوية بمقدراتها ومواردها للتموقع فعلا أن نكون مؤثرين. إن القرارات الطموحة تدفعنا لمضاعفة الجهود خلال فترة رئاستنا للمجلس من أجل العمل على تنفيذ ما تم الاتفاق عليه، وإنني على يقين أن روح التوافق والتضامن التي ميزت هذه القمة
ستكون حافزا للمضي قدما نحو تجسيد أهدافنا المشتركة. Alors aujourd'hui, si on veut bâtir aussi une coopération économique entre tous les pays, il faut qu'il y ait une stabilité, une paix au niveau de ces pays-là. C'est fondamental. La viabilité de la création d'un État palestinien, c'est essentiel également. Oui, la paix est fondamentale pour le développement. On ne peut pas y avoir de développement et de prospérité si on n'a pas la paix, si on n'a pas des institutions stables et efficaces, et si on n'a pas la paix civile aussi. Et il faut... j'emprunte un peu l'analyse de M. Barkouk. La déstabilisation d'un certain nombre de pays arabes leur a fait perdre leur sécurité alimentaire. Voilà, donc si on arrive à asseoir justement des consensus politiques, des bonnes coordinations politiques, des arrangements politiques entre les pays arabes et qu'on fixe ces objectifs stratégiques en termes de paix et de non-ingérence aussi des forces étrangères. Donc on prépare évidemment une plateforme pour le développement économique. Et c'est ça, parce que on a même, bien sûr, la relation elle est circulaire, il faut de l'économique pour le politique et pour le social et inversement. Donc il faudrait développer davantage aussi les capacités de production de ces pays arabes et les faire sortir d'une certaine dépendance à l'égard de l'exploitation des matières premières comme le pétrole et le gaz, et même d'être dépendant d'une rente touristique, parce que même le tourisme est un secteur rentier aussi qui est très vulnérable. On a vu la Covid-19 comment qu'elle a causé aggravé la vulnérabilité de certains pays qui sont dépendants des recettes touristiques. Donc maintenant, il faudrait passer à une économie de production dans tous ces pays et renforcer l'intégration économique entre ces pays, et pourquoi pas créer des chaînes de valeur régionales. On a vu ce qui se fait en Europe. Maintenant, il y a enfin pas maintenant, mais depuis 2010, il y a eu une tendance un peu de redéfinition des chaînes de valeur mondiales de façon à les réorienter vers l'Europe. On parle de chaînes de valeur régionales pour renforcer encore davantage leur intégration, pour faire face justement à l'enjeu de la Chine, et de la Chine qui se prépare pour 2049. Leur vulnérabilité également est apparue après cette Covid-19. Donc l'enjeu il est là. Donc la coopération des pays, la coopération économique, commerciale, et même la création de l'union douanière pour faciliter les différentes circulations des biens et des services, et pourquoi pas même des capitaux. Le président de la République a parlé de nécessité de mobiliser des capitaux, alors que certains pays arabes ont des réserves de change peut-être au même niveau que des pays développés européens ou bien américains. Mais où sont investis ces réserves de change? Elles sont investies ailleurs. 2008, la crise de 2008, qui a sauvé un certain nombre de multinationales, même de fonds d'investissement européens, américains. C'est des fonds des fonds souverains d'un certain nombre de pays. Et aujourd'hui, il y a nécessité justement de réorienter ces investissements vers l'intégration économique des pays arabes. En 2020, je crois, on compte environ 2000 milliards de dollars d'accumulation dans ces fonds souverains seulement des pays de la coopération du Golfe. Donc c'est énorme comme capital financier qu'il faudrait investir dans l'agriculture, dans l'industrialisation, dans les nouvelles technologies, dans la transition énergétique également. Absolument. Donc les défis sont énormes. Et les moyens, le maouarid. La sécurité hydrique. Oui, on a des ressources énormes, des moyens énormes. 450 millions d'habitants dans le monde, dans les pays arabes. C'est énorme. La majorité est jeune. Elle est formée. Donc on a tout pour construire une économie régionale, d'un bloc régional qui aura sa place dans l'économie mondiale. Tout dépendra encore une fois donc de la volonté de ces pays-là et des mécanismes qui seront mis en place. Pour rester à cette importance de résoudre les conflits au sein des nations arabes, on va revenir à cette question palestinienne. Dans son discours, le président palestinien Mahmoud Abbas a accusé l'entité sioniste de détruire systématiquement la solution à deux États et de se dérober aux accords signés. On a suivi ce qui se passe actuellement au niveau de l'entité sioniste et de cette montée possible de l'extrême droite. Ça risque encore de saper le travail. Ils vont juste continuer le travail de SAP. Parce que c'est leur technique justement visant à créer des situations de fait accompli. On s'appelle tous lors du sommet de Madrid puis l'accord d'Oslo, il y avait beaucoup d'espoir, mais c'était pratiquement en fin de compte c'était qu'un leurre qui a
ces démarches ont pratiquement miné aussi l'action palestinienne. On a vu ce qui s'est passé depuis pratiquement 2002 avec l'adoption du plan d'action arabe. Il y a cinq approches complémentaires que l'antisionisme applique justement pour essayer de créer les conditions pour qu'il n'y ait pas de solution de deux États. La première, c'est, comme je disais, c'est le changement de la carte démographique par plus de colonisation. Deuxièmement, c'est aussi le changement de la carte géographique par plus de morcellement de cette Palestine. Troisièmement, c'est la question de Jérusalem, qui était censé être laissé pour le dernier round de négociation. On avait le 6 décembre 2017 le décret de Trump décrétant Jérusalem comme capitale de l'antisionisme. Donc, mais avec tout ce qui s'est passé par rapport à ça, on a vu récemment l'Australie retirer sa reconnaissance. C'est justement par rapport à un changement de la composante du Parlement australien qu'on a vu ce changement. Quatrième point, c'est aussi créer les conditions pour plus de conflictualité interpalestinienne, notamment après 2006, avec des engagements de Sharon. Agir sur le front interne. C'est un front interne, et c'est aussi de ne pas permettre à l'autorité palestinienne de posséder les moyens d'action. Il y a les rentrées mensuelles, c'est de l'ordre de 160 millions de dollars pour les Palestiniens, mais toujours il y a des blocages israéliens justement pour qu'il n'y ait pas de paiement de salaire, donc pour qu'il y ait un mécontentement contre l'autorité palestinienne. Le cinquième point, c'est diplomatique. C'est pour ça qu'aujourd'hui, quand on lit l'histoire des Nations Unies et l'histoire du Conseil de sécurité, on a vu, je fais toujours une parallèle, entre l'Irak, en 13 ans, il y avait 23 résolutions du Conseil de sécurité, dont des résolutions sous le chapitre 7. En 13 ans, depuis 2009 jusqu'à 2022, il n'y a eu qu'une seule résolution, la 2334, du Conseil de sécurité, sans incidence sur la question palestinienne. Aujourd'hui, c'est là que la Ligue arabe devra rejouer son rôle. Absolument. Et c'est pour ça que l'action diplomatique doit être plus collective et plus offensive, sachant qu'un certain nombre de pays ont été déjà membres non permanents du Conseil de sécurité. L'Algérie sera, Inch'Allah, à partir du mois de juin, membre non permanent. Elle jouera certainement ce rôle justement pour plaider pour plus d'action en faveur de la question palestinienne. Mais il faut dire aussi, Madame, que ces changements politiques au sein de l'antisionisme sont des changements qui n'auront pas vraiment d'impact positif sur la question palestinienne. Alors, en rappelant nos téléspectateurs qu'en 4 ans, il y avait 5 élections. 5 élections. Déjà, ils étaient en crise interne à leur niveau. Et le risque aussi de le laisser, mais il y a un consensus autour de leur projet, un projet de liquidation de la question palestinienne par les colonisations, par la répression, et par aussi la volonté de judaïser tous les territoires palestiniens. Ce qui a été évoqué justement lors de ce sommet arabe. L'initiative arabe de paix, on sort renforcée après la tenue de ce sommet. Le retour à la voie constitutionnelle, ce qui est prôné également, est un acquis qui peut servir de base à une possible initiative de réconciliation également entre les différentes parties libyennes, puisqu'on va passer aussi à d'autres conflits qui ont été cités également lors de ce sommet. Il y a la Libye, il y a le Yémen, il y a la Syrie, il y a plusieurs dossiers qui ont été mis sur la table. Cela peut servir de base également pour la réconciliation libyenne. En effet, ce qu'on voit, la situation libyenne actuelle n'est pas juste le fait de ce qu'on a appelé le printemps arabe, mais en fait, ça a été aussi une destruction systématique d'un pays qu'on a vu non seulement en Libye, mais aussi en Syrie, avec l'assentiment de certains pays arabes. Donc, il faudrait que cette déclaration qui est claire montre que, en fait, une solution interlibyenne. Voilà. Donc, il faudrait trouver dans des conflits entre les pays arabes ou dans les pays arabes, il faut les aider à résoudre leurs problèmes et non pas mettre de l'huile sur le feu. Et je pense que ce point dans les déclarations d'hier est essentiel pour montrer que finalement
tous les pays peuvent avoir des problèmes, mais au lieu donc d'aider à trouver des solutions pacifiques de résolution de problèmes, il ne faut pas justement faire l'inverse. Et donc, que ce soit dans le problème libyen, que ce soit dans le problème syrien, que ce soit dans le problème yéménite, cet aspect est très important. C'est-à-dire, nous avons des pays actuellement qui sont dans des situations très, disons, désolantes. Il faut les aider à trouver des solutions et empêcher. Il y a un point d'ailleurs sur l'ingérence étrangère. Oui, il ne faut pas qu'il y ait d'ingérence étrangère, que les pays arabes puissent trouver des solutions, aider les pays frères à trouver des solutions eux-mêmes. Des solutions arabes face aux problèmes arabes, mais en aidant les pays eux-mêmes à trouver les solutions et à les aider à trouver des solutions, et non pas leur imposer des solutions étrangères, comme on le voit actuellement dans différents pays arabes. Tout en préservant l'unité des pays, leur souveraineté. Exactement. Avant de vous redonner la parole, M. Achir, il y a eu des propositions de la part de l'Algérie également pour la résolution des conflits. Absolument. L'Algérie a une très grande expertise en la matière, et c'est malheureusement à cause de l'absence de ces actions de la Ligue arabe par rapport à des approches constructives dans ces crises, que ces crises perdurent. Mais il faut aussi dire que l'histoire retiendra que la Ligue arabe a une grande responsabilité dans ces trois crises. Rappelez nos téléspectateurs que c'était la Ligue arabe qui a lancé le dossier de la Libye aux Nations Unies le 12 mars 2011, que c'est un sommet de la Ligue arabe qui a complexifier la crise en Syrie en rejetant la présence de l'État palestinien, en essayant de la remplacer par la coalition de l'opposition, mais aussi en proposant d'armer l'armée syrienne libre. Et c'est aussi la même Ligue qui a aussi créé cette logique d'ingérence militaire au Yémen. Aujourd'hui, après 7 ans pratiquement de ces crises, il y a une véritable prise de conscience qu'il faut qu'il y ait une approche arabe aux crises arabes. C'est pour ça que notre pays avait proposé des instruments de prévention, notamment un comité des sages. C'est l'expérience qui a beaucoup réussi en Afrique, mais aussi créer des instruments de règlement et non pas de gestion des conflits. C'est arriver à résoudre, non pas à gérer, parce qu'aujourd'hui on est en train de gérer, absolument. À gérer. La problématique des solutions interarabes, malheureusement, est confrontée à une logique d'ingérence arabe dans ces conflits. On le voit en Syrie, le blocage, c'est des pays arabes. On le voit au Yémen, c'est la même chose avec un pays du voisinage. Mais aussi en Libye, c'est une multitude d'acteurs d'ingérence, à commencer par 4 pays arabes, avec la Turquie, avec la Russie, avec les États-Unis, avec la France, mais aussi avec une multitude d'acteurs non officiels, les compagnies privées militaires de sécurité militaire, le cas de Sadak turc, les académies Blackwater américains par exemple, Wagner RSF russe et d'autres français notamment. Mais les problèmes en ce moment, il faut dire, c'est aussi le non-respect des engagements. On a, depuis 2020, on parlait du retrait des forces étrangères, turques, mais aussi, non pas seulement turques, mais des troupes au sol, françaises et autres, et aussi le retrait de ces compagnies de sécurité, en plus des mercenaires de la sous-région, du Soudan et du Tchad, et surtout des combattants étrangers qui ont été malheureusement transférés du conflit en Syrie vers la Libye. L'approche algérienne est une approche de résolution basée sur des principes. Si vous le permettez, juste une minute. Rapidement, s'il vous plaît, parce qu'il ne reste pas beaucoup de temps pour l'économie. Parce que c'est très important. Les principes sont des principes fondateurs de notre diplomatie et fondamentaux dans notre approche. C'est le respect des souverainetés, la non-ingérence et la légalité internationale. Mais aussi, on a un cas d'école qu'on pourrait reproduire avec des adaptations, c'est notre approche au Mali. C'est la mutualisation de l'approche de résolution. La Ligue arabe, qui n'est pas vraiment impliquée dans le conflit en Libye, l'Union africaine, qui est très intéressée, les Nations unies, en plus des acteurs à intérêt, la Russie et tous ces pays, sous leadership de l'Algérie, en tant que c'était le cas en cas malien, leadership du groupe de négociation, afin d'arriver à des choix négociés, donc un dialogue politique interlibyen, sans ingérence, en créant les conditions à la fois constitutionnelles et légales des 2 lois électorales
pour arriver à des élections capables de produire des institutions de souveraineté. Merci, on pourrait passer encore quelques heures à parler de cette problématique. On va passer au volet économique, il nous reste quelques minutes. Alors on en parle depuis tout à l'heure. La nation arabe est exposée au changement climatique également, à la sécheresse. Elle est victime de graves conséquences sur ses ressources en eau et sur sa sécurité alimentaire. Alors je reprends des chiffres, parler du nombre de la population arabe. Elle représente presque 5% de la population mondiale sur le plan démographique et nous produisons pas beaucoup de produits alimentaires, presque la moitié de notre représentation, ce qui nous rend dépendants aujourd'hui des marchés occidentaux. Il est important de réactiver cette zone de libre-échange entre les nations arabes. Justement, c'est ça. L'économie a pris une part importante à ce sommet, ce qui n'est pas habituel. Je vais enchaîner avec la proposition de M. Barhouk sur le plan politique pour le règlement des différends. Il y a nécessité également de mutualiser les moyens économiques et les ressources économiques des pays arabes parce que les défis sont majeurs. Avec le changement climatique, avec la sécheresse, avec la crise d'eau également. Il y a même des conflits qui peuvent, c'est-à-dire apparaître par rapport au partage d'eau, que ce soit au Nil, en Jordanie, en Irak, etc. Même la question de la sécheresse. Donc cette nécessité de mutualiser les ressources et de les rationaliser et de concevoir des politiques stratégiques sur le plan économique et des stratégies globales pour tous les pays arabes. Et c'est fondamental pour pouvoir faire face à ces défis. Par exemple, sur le plan énergétique, ces jours-ci, il y aura la COP27. Et pourquoi pas les pays arabes, c'est-à-dire défendre leurs intérêts au niveau de la COP27 par rapport au climat, parce qu'il y aura des taxes qui sont imposées aux pays producteurs du gaz, du pétrole, etc. Donc ils doivent s'unir un peu. Pays industrialisés, donc finalement Tout à fait. Alors que c'est des pays industrialisés qui ont pollué la planète. Voilà. On nous demande de nous. C'est ça. Même le communiqué, il a reproduit, il a un peu, c'est-à-dire souligné la réussite de la démarche ou bien de l'approche de l'OPEP+. Voilà, c'est ça, c'est un exemple également à suivre pour défendre les intérêts du Sud. On va en dire en termes, c'est pas mais les pays qui producteurs des matières premières, c'était toujours la revendication de l'Algérie depuis 1974 pour un nouvel ordre économique mondial. Mais maintenant, les défis sont majeurs, 450 millions d'habitants avec un taux de croissance de la population très élevé pour les pays arabes et puis avec une dépendance des matières essentielles, des céréales. On voit avec cette crise russo-ukrainienne, même avec ton argent, tu ne peux pas se procurer du blé. Donc, ce n'est pas les fonds souverains qui vont te permettre de nourrir tes populations. Donc, c'est d'où la nécessité de mutualiser ces efforts pour investir dans l'agriculture, notamment en Algérie, au Soudan, en Égypte, parce que c'est des pays qui ont un potentiel agricole énorme. En Syrie également, il avait une très bonne expérience dans l'agriculture. Donc, ces fonds souverains, il faut les orienter en quelque sorte vers l'investissement. Et puis, la zone douanière, bien sûr, de l'union douanière. L'union douanière, elle est intéressante parce qu'on est maintenant dans la grande zone arabe de libre-échange, mais les échanges, elle a été souligné par M. Barhouk, c'est timide à 10%. Maximum. Donc, 10% sur un volume du commerce extérieur, si on retient un peu le chiffre de 2019, 1800 milliards de dollars, donc c'est rien, 180 milliards de dollars d'échanges entre intra-arabes, c'est insignifiant, alors que l'échange intra-Union européenne est de 60%. Donc, vous voyez un peu la capacité d'intégration économique et dans des études faites par, que ce soit des études indépendantes ou bien des études de l'OMC, de la Banque mondiale, et ça a été toujours prouvé que lorsqu'on a des zones d'intégration économique et surtout d'intégration commerciale, on contribue à accroître le PIB de 2 à 3% de points. Donc voilà ce qu'on a perdu en quelque sorte par notre non-capacité d'intégrer et de faciliter les échanges, que ce soit des biens ou des services ou même la circulation des capitaux pour l'investissement. Donc il y a des défis majeurs, surtout même sur la transition énergétique. Rapidement, s'il vous plaît, il nous reste 2 minutes. Justement. Je sais qu'il y a beaucoup de choses à dire. On me dit 1 minute. Voilà, on me rappelle. La transition énergétique. Et puis, il ne faut pas rater aussi la révolution numérique. D'ailleurs, ça a été discuté, je crois, même
dans la réunion des ministres des Affaires étrangères. Donc actuellement, nous sommes en plein capitalisme de plateforme, c'est-à-dire on passe carrément à un autre modèle économique. Hein. Donc là, on passe à un autre modèle économique, je vais devoir vous interrompre, et on va devoir passer à un autre modèle également plus moderne, ce qui a été aussi rappelé lors de ce sommet. Ce sera le dernier tour de table. Si on veut que la Ligue ne soit pas obsolète et réponde encore aux aspirations des populations arabes, il faut encore faire des efforts. Il a appelé à des réformes, à se moderniser. C'est très important aujourd'hui. Ce sera le dernier mot, monsieur. Absolument. C'est les réformes que l'AJ demandait depuis 2005. Merci. Mais l'AJ a déjà fait des propositions dans ce sommet par rapport notamment à la résolution des conflits. Mais aussi, il faut qu'il y ait une véritable prise de conscience par rapport à nos limites. Parce que dire que demain, ça sera l'interdépendance économique, ça risque d'être une réalité choquante. Oui. Parce que l'interdépendance, ça se construit. Ça prend non pas des années, mais des décades, des décennies. Deuxième point, je suis très content de voir dans ce texte un retour vers le droit des peuples à la technologie nucléaire et l'espace pacifique, oui, en parlant notamment de l'ASEAN, la zone en exclusion d'armes nucléaires, justement par rapport aux armes nucléaires, oui, que possèdent l'antisionistes. Oui, le traité de non-prolifération, c'était destiné à l'antisionistes. Quelques secondes pour terminer. Moi, pour terminer, j'aimerais parler d'un point qui me tient vraiment à cœur, c'est le fait qu'on parle d'intégration économique, mais en fait, il y a des populations qui souffrent de la famine dans les pays arabes. Oui. Et c'est inadmissible que dans des pays aussi riches, un groupe de pays aussi riches, oui, il y ait des problèmes de famine, que ce soit en Yémen, que ce soit en Somalie ou même au Soudan. Donc, ce problème, on devrait avoir des résolutions qui obligent à éradiquer la famine dans ce pays. Une solidarité interarabe. Merci. Je suis désolée, Monsieur Hachim, nous n'avons plus le temps pour un dernier mot. Merci à vous tous de nous avoir prêté attention. Merci à vous, messieurs, d'avoir participé à ce débat. Je vous souhaite une très bonne fin de soirée sur Canal Algérie. Au revoir et à très bientôt.